Bienvenue dans Africa 7. Nous avons reçu un invité sur ce plateau avec qui nous allons analyser les actualités de cette semaine. Il s'agit de Dimersi Lumeme, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour et merci à vous, Roger. Vous êtes analyste politique et membre au cadre parti IDPS Kibassa. Oui, effectivement, nous sommes dans les sphères politiques de la RDC et nous sommes là pour analyser la situation politique de notre pays. Nous avons choisi 5 actualités phares de cette semaine. D'abord ça. Le 12 août, journée consacrée à la jeunesse, une initiative appelée « Oui, je le vais » a été présentée comme une mobilisation destinée à soutenir l'initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur du changement de la Constitution. La marche Oui, j'ai levé organisée à Kinshasa autour du débat sur le changement de la Constitution a effectivement mobilisé de jeunes, mais son ampleur et surtout sa représentativité suscite des interrogations. Selon les informations disponibles, plusieurs dizaines de jeunes ont participé à la marche. Les organisateurs y voient une mobilisation réussie et en soutien à la démarche portée par la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho. Mais des critiques ont estimé que la mobilisation était en descente des attentes et qu'elle ne pouvait pas être présentée comme l'expression de toute la jeunesse congolaise. La vraie question est donc, peut-on parler d'une mobilisation de la jeunesse congolaise lorsqu'une partie seulement de jeunes participe ? La jeunesse de Kinshasa était-elle suffisamment représentée ? Qu'en est-il des jeunes des autres provinces, des mouvements de jeunesse, des étudiants et des jeunes entrepreneurs ou encore de ceux qui sont opposés au changement de la Constitution ? Au-delà du nombre de participants, l'enjeu est surtout politique. Cette marche traduit-elle une adhésion populaire au changement de la Constitution ou simplement la mobilisation d'une partie de la jeunesse favorable au pouvoir ? Et c'est sur ces terrains que les débats méritent désormais de se poursuivre. C'est sur ces terrains que le débat mérite désormais de se poursuivre. Je reviens à vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que cette mobilisation de la jeunesse, du ministère de la Jeunesse, était une réussite ou échec ? Non, écoutez, avant d'arriver d'abord à faire ces points réussite ou échec, moi je pense que je peux analyser toute la procédure qui a été enclenchée depuis un moment. C'est une situation que je peux analyser à deux niveaux, sur le plan communication et sur le plan politique. Sur le plan communication, nous avons vu que le ministère de la Jeunesse a réussi son teaser. Donc oui, je le veux. L'objectif étant d'attirer la curiosité, de pousser les questionnements. Le teaser a été une réussite. Là où moi je trouve qu'il y a peut-être un souci, c'est que ceux qui font la communication, les te diront, c'est toujours un risque de baser sa communication sur l'image d'un individu, que ce soit une personnalité. C'est toujours difficile, c'est un risque parce qu'une personnalité ou un individu ne fait pas l'unanimité à chaque fois. Il y a des gens qui vont donner l'approbation, il y a des gens qui vont les détester. Et même sur le plan commercial, quand vous choisissez une personnalité pour mettre en avant, il faut choisir quelqu'un qui a assez d'aura et une personne qui est en mesure de mettre d'accord les camps de l'autre. Maintenant, pour les camp du ministre de la Jeunesse, moi je pense que c'est un grand risque de le mettre en avant. Je me demande pourquoi c'est son image qui est mise en avant. Pourtant, nous sommes dans un domaine politique. La politique étant un domaine très polarisé, il est impossible de trouver une personnalité politique qui fait l'unanimité. C'est d'ailleurs là la beauté de la démocratie. Dans la politique, il y a toujours deux camps. Et pour une initiative qui est censée réunir tous les jeunes, je pense que c'est un risque de mettre en avant la personne de la ministre de la Jeunesse. Qui devrait être alors être mise en avant ? À mon avis, le Conseil national de la jeunesse pouvait prendre cette initiative
pas pour mettre une personne en avant, mais pour mettre la jeunesse en avant. C'est-à-dire, le Conseil national de la jeunesse pouvait travailler avec les différentes universités parce qu'en fait, il faut le dire, les universités, c'est la base représentative de la jeunesse du pays. Donc, en mettant en avant les présidents des universités, leurs équipes, leurs comités, ça pouvait avoir une autre connotation qui est de mettre en avant la ministre qui donne une connotation purement politique. Ça, c'est mon point de vue sur le plan communication. Maintenant, si je dois analyser cette situation sur le plan politique, je me dis le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur le référendum ou les changements de la Constitution. En tout cas, pas officiellement. Je parle du gouvernement, pas des personnalités politiques qui interviennent de temps en temps. Mais d'une manière officielle, le gouvernement n'a pas donné son point de vue parce que la loi référendaire, d'ailleurs, est en processus dans son évolution. Maintenant, la ministre faisant partie du gouvernement, elle est membre du gouvernement. Et le gouvernement a un porte-parole. Moi, je trouve mal que la ministre, qui fait partie de l'appareil gouvernemental, s'exclut de l'appareil gouvernemental pour pouvoir mener une action en solo pendant que le gouvernement ne s'est pas encore prononcé. C'est là où je trouve qu'il y a un couac. Il y a un couac. Déjà, vous condamnez. Vous condamnez cette initiative? Oui, mais je condamne bien évidemment. Je donne mon point de vue. Je condamne bien évidemment. Moi, à mon avis, sur le plan politique, la ministre de la Jeunesse devait attendre le point de vue officiel du gouvernement avant de mener les jeunes dans ces types d'actions. Est-ce que, en tant que jeune, vous êtes jeune, est-ce que vous pensez que toute la jeunesse congolaise est déjà favorable au changement de la Constitution? C'est ce que je disais au départ, le secteur politique est très polarisé. Donc, le fait que la ministre soit mise en avant, ça renforce cette polarité. Donc, je ne dirais jamais ici que toute la jeunesse congolaise est d'accord, mais même ceux qui étaient d'accord, même ceux qui étaient plus ou moins d'accord avec l'initiative, en mettant en avant la personnalité politique comme la ministre, je pense que ça peut renforcer encore une certaine négation auprès d'une autre frange de la jeunesse. Qu'est-ce qui devrait être fait? Attendre que la ministre attende que la loi référendaire puisse être résolue au niveau des chambres de parlement, parce que la présidence... Si besoin de la sensibilisation il y a, je pense que c'est les conseils nationaux de la jeunesse qui devaient prendre l'initiative ou prendre de l'avant, pour pousser ce que j'appelle la mobilisation, ce qu'ils sont en train de faire. Mais maintenant, pour que la ministre soit mise en avant, c'est parce qu'elle veut être mise en avant, je pense qu'il fallait attendre la position officielle du gouvernement. Supposons qu'aujourd'hui, le gouvernement change d'avis, dit on ne veut plus de cette histoire. Supposons, la ministre, membre de l'appareil gouvernemental, s'est déjà prononcé. Commence déjà la mobilisation. Supposons que le point de vue du gouvernement aujourd'hui soit contraire à ce qu'elle a commencé à mener comme opération sur terre. Je vois que ça sera compliqué. Donc, à mon avis, la ministre devrait attendre le point de vue officiel du gouvernement avant de se jeter dans le bain des sensibilisations. Mais apparemment, tu sais qu'elle était d'accord parce que la ministre était allée lui donner les rapports de cette marche. Mais il est chef de l'État, naturellement, il ne pouvait que recevoir. Qu'est-ce que vous pensez? Il devait dire non, ne venez pas. Il ne devait que recevoir la ministre. Et elle fait partie de son gouvernement et c'est ce qu'elle devait faire. Maintenant, après, moi je donne une logique selon ma vision. Je pense que ce n'est pas correct que la ministre de la Jeunesse se jette dans les bains de la sensibilisation avant les points de vue officiels du gouvernement. Je pense qu'il fallait attendre Patrick Muyaya, qui est porte-parole du gouvernement, se prononcer officiellement avant de commencer ce genre d'opération. Mais si besoin de sensibilisation il y a, je pense qu'elle ne devait pas, elle, se mettre devant la scène, laisser les conseils nationaux de la jeunesse organiser ça avec plein de jeunes. Un petit message à faire à la ministre de la Jeunesse, parce que depuis sa nomination, il y a eu des critiques par-ci par-là. Les critiques, ça ne manque pas. Mais je pense qu'il y a aussi la fougue de la jeunesse en elle. Mais ce que je peux dire que, vous savez, quand on est jeune, on a la fougue de la jeunesse. Des fois, on est tenté à bypasser la procédure, les process, la voie normale. Donc, elle occupe un poste de responsabilité. Moi, je pense qu'elle doit faire preuve beaucoup de retenue pour se mettre dans les bains dans certaines choses. Merci beaucoup. Prenons ça. Nous sommes aujourd'hui le 15 août, date annoncée comme échéance par la C64. Pourquoi l'ordonnance présidentielle
convoquant les dialogues nationaux n'est-il toujours pas été annoncé? Oui, mais vous savez, dans cette bataille politique entre l'opposition et la majorité, la plus grosse erreur que moi je pense l'opposition est en train de commettre, c'est de lancer des ultimatums. Parce que c'est lancer des ultimatums au gouvernement, c'est aussi s'exposer eux-mêmes. C'est un grand danger. Vous savez, Félix Tshisekedi est un animal politique. Et la seule chose qu'il ne faut pas lui laisser, c'est les temps. Et c'est l'erreur que l'opposition a fait pour le moment. Et ce que moi je constate aujourd'hui avec les leaders de l'opposition, plusieurs se prennent pour Étienne Tshisekedi. Ils n'ont ni la carrure d'Étienne Tshisekedi, ni le charisme d'Étienne Tshisekedi, ni une base arrière importante comme Étienne Tshisekedi. Mais ils veulent agir comme Étienne Tshisekedi en ayant la même radicalité, en cherchant à trouver les mêmes actions. Ils oublient qu'en face, ils ont Félix Antoine Tshisekedi, qui est non seulement le fils biologique d'Étienne Tshisekedi, mais le fils d'Étienne Tshisekedi qui a accepté de faire la politique. Donc c'est quelqu'un qui a grandi dans les bains de la radicalité, dans les bains de la stratégie politique de l'UDPS. C'est lui qui a créé les médicaments, peut créer l'antidote. Donc Tshisekedi aujourd'hui a le moyen de dompter cette opposition. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Je vais vous montrer ici. Cette opposition nous chante tous les jours qu'elle est en train de défendre la Constitution, précisément en poussant la population à activer l'article 64. Ça veut dire que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour l'intérêt du peuple, n'est-ce pas? Mais il suffisait tout simplement d'une petite proposition de manger la soupe sur la table. À Bujumbura, ils ont tout abandonné pour aller manger la soupe. C'est pour vous dire que cette opposition, en réalité, ne combat pas pour les peuples. Cette opposition combat pour un repositionnement politique. Ils ont décidé d'aller à Bujumbura, mais de l'autre côté, ils savaient que le processus de cette loi référendaire n'était pas stoppé. La loi référendaire continuait son bonhomme de chemin. Mais ils savaient, ils sont partis manger la soupe à Bujumbura. Ils ont tous fermé la bouche. Ils sont revenus. Ils se sont mis encore à table avec une autre sauce, avec les Ambongo et tous les autres, pour aller négocier les dialogues. Mais pendant ces temps, la loi référendaire continuait ses bonhommes de chemin. Mais ils savaient, avec les éminents juristes qui composent la C64, comme les Délices et Sang et tout ça, ils savent très bien que cette loi avait quitté l'Assemblée nationale, les parlements, pour aller vers la Cour constitutionnelle. Et ils savent très bien que les arrêts de la Cour sont imposables à tous. Ça veut dire que une fois que cette loi sort de la Cour constitutionnelle, il n'y avait aucune autre voie légale d'attaquer cette loi. Mais comme ils avaient en promesse, en tête, l'idée d'un repositionnement politique à travers les dialogues, ils ont tous fermé la bouche, pendant que la loi continuait son chemin. Et aujourd'hui, la loi a été jugée conforme par la Cour constitutionnelle. Comment comptent-ils attaquer cette loi? Donc, ils sont finis. Pendant cette semaine, j'ai reçu un invité, il est de l'opposition, Maître Enoch Manoka, qui a dit que si l'ordonnance tarde toujours, c'est parce que le président Félix Tshisekedi n'a pas cette volonté-là de convoquer ces dialogues. C'est son point de vue, jusqu'à là. Mais moi je dis, il peut aussi avoir raison. Je vous ai dit au départ, Félix Tshisekedi est un animal politique. Il sait gérer. C'est quelqu'un qui a déboulonné tous les FCC dans un discours de 6 minutes. C'est quelqu'un qui a dépucelé Martin Fayoulou. Dès 2018, vous voyez la fougue qu'avait Martin Fayoulou en 2018. Il était d'ailleurs positionné comme les politiciens congolais les plus populaires. Mais il a été vidé de toute sa substance jusqu'en 2023. Félix Tshisekedi n'a fait des Martin Fayoulou qu'une bouchée. Il a disparu. C'est quelqu'un comme ça, vous ne pouvez pas jouer avec lui. Là, en ce moment, l'opposition, d'ailleurs, à cause de son appétit des repositionnements politiques, il se retrouve démuni
de toute substance politique. Et aujourd'hui, il faut le dire, la C64 a des fissures en interne. Alain Bolo Djouakejé-Sali, qui est parti et qui a donné des révélations graves. La mobilisation des C64 a été faite sur base de billets de verre. Vous voyez, donc ça démontre encore la fragilité qu'il y a autour des C64 et je ne vois pas comment une institution qui se fragilise de plus en plus peut faire le poids encore face à l'appareil gouvernemental. Vous n'avez pas peur de la C64 et si demain la 64 se mettait encore à vous menacer, qu'ils vont riposter, qu'ils vont marcher, qu'ils vont mobiliser la population congolaise à marcher, est-ce que vous n'avez pas peur? La C64 n'a jamais cessé des menaces. Elles ont toujours continué avec ces menaces. Mais aujourd'hui, quand on regarde les résultats, quels sont les résultats de toutes ces menaces? En 2015, lorsque l'opposition était manœuvrée par l'UDPS, l'UDPS a réussi à stopper, parce que l'UDPS à l'époque, l'opposition à l'époque en général, s'est confrontée à exactement la même situation qu'aujourd'hui. Mais l'UDPS a réussi à stopper la machine avant que la loi quitte l'Assemblée, le Parlement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la C64 est en train de faire? Ça démontre clairement que la C64 n'a pas assez de substances pour empêcher cette loi. Maintenant que cette loi a été jugée conforme, mais je ne vois pas de quelle manière... Sous réserve. Oui, mais de quelle manière ils vont encore agir pour pouvoir stopper la machine? Et en cas, maintenant, parce que la population se pose la question, le président de la République va se prononcer quand pour nous annoncer cette ordonnance que nous attendons autant? Quand? Ça dépend de la discrétion du chef de l'État. Discrétion. Oui, c'est sa discrétion. Qu'est-ce qui va contenir vous savez, cette ordonnance? Vous savez, Félix Tshisekedi est très intelligent et très malin. Aujourd'hui, il est en train de faire passer toute l'opposition sur la voie démocratique d'une manière transparente. Cette loi fait son bonhomme de chemin d'une manière transparente. Tout le monde est au courant du processus. Et ce processus est totalement démocratique et transparent. Maintenant, à la fin, lorsque la loi sera promulguée, qui va dire qu'il a triché? Parce que cette loi passe de l'Assemblée, du Sénat, de la Cour constitutionnelle, d'une manière transparente. Et pendant que cette loi progressait, l'opposition était au courant. L'opposition savait, mais tellement que l'opposition était occupée à ingurgiter la bouffe qu'ils ont mis dans la bouche à Bujumbura, personne n'osait ouvrir la bouche pour parler au compte de la population, entre guillemets. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a mis cette opposition à nu. C'est clairement des gens qui cherchent un repositionnement politique. Ils savent que les dialogues vont redistribuer des cartes, alors ils attendent. Merci beaucoup. Dans l'actualité également, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement officiel des travaux des constructions du boulevard Dr Étienne Tshisekedi, une infrastructure routière longue de 2024 mètres reliant l'avenue de la Libération à la place Bakayaou dans la commune de Bandalunga. Ce boulevard sera aménagé à 8 voies de circulation, soit 4 dans chaque sens. C'est un immense honneur que je prends la parole en cette journée historique qui marque une nouvelle étape dans la transformation de notre capitale. Par votre présence personnelle, Excellence Monsieur le Président de la République, vous honorez cette cérémonie d'un éclat particulier et réaffirmez votre volonté de faire des infrastructures modernes le moteur du développement de notre capitale et de l'amélioration des conditions de vie de notre population. Au nom du gouvernement provincial, des Quinoises et des Quinois, je vous exprime notre profonde gratitude pour l'attention particulière et soutenue que vous accordez à la ville de Kinshasa. Le boulevard Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, long de 2020 mètres, prolongera le boulevard triomphal jusqu'à la place Bakayaou en traversant le Kankopolo. Elle constituera un axe stratégique reliant le cœur de la ville à plusieurs communes et renforcera durablement la mobilité urbaine. Que Dieu bénisse la ville de Kinshasa. Lobby Egolekalelo, Kinshasa et Zobonga. Merci. Monsieur Lumeme, d'abord pourquoi les noms des Dr Étienne Tshisekedi? Pourquoi ces noms?
Docteur Étienne Tshisekedi. Étienne Il n'est pas n'importe qui dans ces pays. C'est le symbole de la lutte démocratique dans ces pays. Donc, c'est tout à fait normal si on veut l'immortaliser à travers ces infrastructures. Je ne vois pas du tout du mal et c'est encouragé que nous puissions avoir ces noms immortalisés quelque part. Aujourd'hui, Kinshasa est confronté aux embouteillages qui dérangent les habitants. Vous pensez que le boulevard Étienne Tshisekedi peut-il réellement réduire les embouteillages à Kinshasa ou faut-il agir sur d'autres axes? Non, je pense qu'il ne faut pas considérer les boulevards Étienne Tshisekedi comme une solution miracle au problème d'embouteillage. Kinshasa a besoin d'une politique de la mobilité dans sa globalité. Ce n'est pas un boulevard qui va résoudre les problèmes. Kinshasa, certes, a besoin des infrastructures, c'est vrai. Kinshasa a besoin d'une politique qui va aller de la lutte de mauvais stationnement, des infrastructures, d'une politique de gestion des carrefours. Vous avez remarqué avec moi que les plus grands problèmes des embouteillages aujourd'hui, c'est la gestion des carrefours. Là où il y a croisement de plusieurs véhicules, à chaque fois, c'est les sources d'embouteillage. Donc, il faut une politique et il faut une politique sur la discipline routière que Kinshasa doit mener. Donc, seul le boulevard Étienne Tshisekedi ne peut pas résoudre ces problèmes. Il faut toute une politique de mobilité pour Kinshasa. Et pendant la construction, qu'est-ce que le gouvernement provincial a fait pour que non, les embouteillages ne puissent pas... Déjà, on a ce problème des embouteillages. Qu'est-ce que le gouvernement provincial garantit aux Kinois pour que nous ne puissions pas être encore de plus en plus confrontés à ce problème pendant la construction? La plupart des solutions qu'apporte le gouvernement provincial sont des solutions éphémères. Par exemple, les contrôles des documents pour faire fuir les conducteurs dans la rue, mais ça c'est un problème. C'est une solution très éphémère. Alors la solution viendra d'où alors? Aujourd'hui, oui, mais justement de la ville. La ville doit mettre en place une politique des mobilités dans sa globalité pour permettre la circulation. Tant que la ville ne saura pas mettre en place, c'est ce que la ville n'arrive pas à faire jusqu'aujourd'hui, mettre en place une politique de mobilité sur la gestion des carrefours. C'est vrai, c'est encourageant dans certains axes, on commence à les sentir. Je vais parler des Kitambo magasins qui de plus en plus, on sent une certaine fluidité, mais ce n'est pas le seul carrefour à problème, il y a plusieurs carrefours à problème. Moi, je veux encourager les gouvernements provinciaux de fournir encore un peu plus d'efforts sur sa politique de mobilité. Sa politique de mobilité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous rassure que non, les travaux ne vont pas prendre plus de temps parce qu'avec les exemples des reconstructions des autres voies qui ont été déjà abandonnées, ça prend plus en plus de temps. Vous savez, c'est un projet qui est pris, je pense, par les gouvernements nationaux. Vous avez remarqué vous-même la différence lorsqu'un projet est pris en charge par les gouvernements nationaux et lorsqu'un projet est pris en charge par les gouvernements provinciaux. Mais je pense que ça ne sera pas totalement à l'aise pendant les travaux de construction. On va souffrir. C'est les prix à payer lorsqu'on veut du confort. À un certain moment, on aura cette difficulté, mais je pense qu'au finish, les résultats vont nous aider tous dans notre mobilité. Et c'est la campagne. J'ai entendu quelqu'un dire que c'est la campagne qui serait déjà faite pour les échéances de 2028. Non, mais ça fait partie de son travail. Il est président de la République pour ça. Les infrastructures, c'est un pilier important du pays. Ça n'a rien à voir avec la campagne électorale. Il faut que les gens arrêtent de tout politiser. Ça fait partie de ses obligations, étant que chef de l'État, de travailler sur les infrastructures du pays. Merci. Dans l'actualité également, il y a eu la maladie à virus Ebola qui reste active en République démocratique du Congo. Selon le point de situation du 9 août 2026, 5 provinces sont concernées, le Haut-Uélé, Ituri, le Nord Kivu et la Chopo. La République démocratique du Congo dispose d'une expérience importante dans la lutte contre Ebola, avec des équipes de surveillance, des centres de traitement, les suivis des contacts et la sensibilisation. Pourtant, cette riposte semble aujourd'hui avoir du mal à suivre la vitesse des propagations du virus. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. D'abord, les diagnostics ont parfois été tardifs. L'épidémie aurait circulé plusieurs mois avant sa déclaration officielle. Certains premiers cas ayant été confondus avec d'autres maladies.
Ensuite, 60 à 70% de nouveaux cas seraient identifiés en dehors des chaînes de contact déjà connues, ce qui complique considérablement le travail des équipes de surveillance. À cela s'ajoute l'insécurité, les déplacements importants des populations, les difficultés d'accès aux zones touchées, le manque d'infrastructures et les problèmes de rémunération des agents de santé. La méfiance et la désinformation dans certaines communautés compliquent également la riposte. Un autre défi majeur et scientifique, cette épidémie est liée au virus Ebola de l'espèce Bundibugyo, pour lesquels il n'existe actuellement pas de vaccins ni de traitements spécifiques homologués. Des essais de vaccins et des traitements sont toutefois en cours. La question centrale est donc, la République démocratique du Congo manque-t-elle de moyens, de coordination ou d'adhésion communautaire pour venir à bout de cette épidémie? Avec plus de 4000 cas et plus de 2000 décès, peut-on encore parler d'une riposte efficace ou faut-il revoir complètement la stratégie contre Ebola en République démocratique du Congo? Monsieur Lumeme, malgré les mesures des ripostes mises en place par le gouvernement, les cas d'Ebola continuent d'augmenter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'est pas bien fait? Alors, la situation d'Ebola ici, moi je l'analyse à 3 niveaux. Le premier point, c'est que vous savez, hein, vous êtes sans ignorer que la RDC fait partie des pays qui ont de l'expertise sur cette maladie à virus Ebola. Le problème que nous rencontrons aujourd'hui, les premiers points, comme je l'ai dit au départ, c'est que nous rencontrons aujourd'hui une souche d'Ebola qu'on appelle Bundibugyo. C'est une souche d'Ebola que nous n'avons toujours pas rencontrée dans notre pays. Nous sommes habitués à lutter sur la souche Ebola Zaïre. Cette souche, c'est une souche qui a été découverte en Ouganda en 2007. Nous l'avons connue pour la première fois en 2016. C'est une souche difficile pour nous. Et cette souche a été découverte dans une agglomération très dense, à Beni, par exemple. Donc, ce qui fait que la contamination a été très rapide. Ajouté à cela, le deuxième volet qui est des problèmes sécuritaires. Donc, la fragilité politico-sécuritaire qu'il y a actuellement dans cette zone fait en sorte que la plupart des infrastructures sanitaires n'étaient pas en mesure de surveiller correctement la propagation de cette maladie parce que ça a été soit détruite par la rébellion, par les rebelles, par les coupeurs des têtes et ainsi de suite. Donc, ça, c'est aussi un problème. Et puis, il y a le troisième point, c'est que la sensibilisation. La population est très méfiante aujourd'hui. Et c'est là où le gouvernement doit fournir énormément d'efforts. Au-delà des aspects sanitaires, c'est la sensibilisation. Nous sommes dans une situation critique. Aujourd'hui, le gouvernement doit normalement mettre en place ce qu'on appelle les CREC, la communication des risques. C'est très important. Cette communication va servir à sensibiliser les leaders d'opinion dans la zone, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, la population ne croit pas qu'il y a la maladie. La plupart des gens décèdent dans leur domicile au lieu de décéder dans les hôpitaux, parce que les familles, la population gardent les malades chez eux et la contamination est plus rapide. Donc ça, c'est un problème sérieux que le gouvernement doit normalement regarder de près. La sensibilisation, la communication est très importante pour dire à la population qu'attention, la maladie existe bel et bien et il faut prendre des mesures qu'il faut. Qui va sensibiliser? C'est le ministère de la Santé ou qui? Oui, mais naturellement, c'est le ministère de la Santé qui doit sensibiliser, mettre en place des actions, collaborer avec les experts en communication pour pouvoir sensibiliser la population. Bien évidemment, sensibiliser les leaders d'opinion, les gens qui ont de la voix, les gens qui ont de l'influence dans les zones où la maladie se propage. Ces gens peuvent aider énormément à faire comprendre à la population, attention, que les problèmes est grave et qu'on doit trouver des solutions inhérentes. La progression de cette maladie, en tout cas, ça s'avance à pas de géant. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire en fait stratégiquement, en fait, peut changer les stratégies? Qu'est-ce qu'il peut faire pour que ça ne puisse pas atteindre un nombre là? Pour le moment, le gouvernement est en train de s'organiser à travers le ministère de la Santé, à mettre en place des mesures, des
des mesures barrières pour empêcher la progression, mais bien évidemment, la progression est renforcée encore parce que la population ne prend pas au sérieux cette maladie. La population préfère garder. Moi, j'ai vu personnellement l'image d'une dame qui ne voulait pas que son enfant qui était atteint de la maladie à virus Ebola quitte la maison pour aller à l'hôpital. Une maman comme ça, par amour maternel, va coller son enfant, serrer son enfant, empêcher que l'enfant aille à l'hôpital. Or, elle ne comprend pas les risques qu'elle fait courir, elle et toute sa famille et tous les voisins. Donc, il faut, en ce niveau-là, une meilleure sensibilisation de la population. Parce que, écoutez, vous mettez toutes les mesures possibles. Si la population ne respecte pas les mesures, la maladie va se propager à l'allure où elle se propage aujourd'hui. Donc, il faut énormément de sensibilisation. Et c'est là où je pense que le gouvernement n'arrive pas à mettre énormément d'efforts pour pouvoir résoudre ces problèmes. Il faut énormément de sensibilisation. C'est ce qui est mal fait. Est-ce qu'il y a le médicament nécessaire? Non, mais c'est une nouvelle souche. Vous savez, on avait le vaccin à Ebola, mais c'était la souche Ebola Zaïre. Ça, on avait, mais cette souche n'a pas encore de vaccin. Donc, c'est des mesures de santé publique, je pense, que les gouvernements est en train de prendre, bien évidemment, avec sa cellule de lutte contre Ebola. Mais à côté de ça, il faut, et j'insiste, il faut que les gouvernements, la population se prennent des différentes mesures pour pouvoir l'appliquer correctement. Et c'est uniquement ça qui va réduire sensiblement la propagation de la maladie. Les mesures de la population, qu'est-ce qu'il peut faire? Juste se laver les mains et quoi encore? C'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc, c'est déjà ça. Il faut plus de sensibilisation pour que maintenant que les gens prennent ça au sérieux. Parce que les problèmes aujourd'hui, c'est que les gens ne prennent pas ces mesures au sérieux. Les gens qui perdent leurs proches ne comprennent pas que leur négligence expose eux et les autres, les voisins et l'entourage à cette propagation de la maladie. Donc, la population doit écouter et exécuter à bon escient toutes les mesures prises par le ministère de la Santé. Et si la population quinoise est confrontée au jour en jour avec les saletés dans la capitale, comment nous allons se protéger? Je pense que c'est le ministère de la Santé qui va nous donner des mesures. Moi, je ne suis pas là médecin pour pouvoir donner des mesures, mais en étant intellectuel d'une manière générale, nous savons tous les mesures primaires à prendre et laver régulièrement les mains, ne pas toucher aux animaux morts, ne pas toucher aux malades, ne pas toucher ainsi de suite. Ne serait-ce que ça les premières mesures en attendant des mesures fortes qui viendront du ministère de la Santé pour nous orienter. Mais nous prions que cette maladie continue pas à toucher les grandes agglomérations comme elle est en train de se propager aujourd'hui. C'est pas une attaque, parce que quelqu'un m'a posé cette question, je crois, le matin. Cette virus Ebola, c'est pas une attaque de nos ennemis rwandais? Vous savez, ils étaient les premiers à détruire les centres de surveillance de cette maladie, les centres des infrastructures sanitaires pour empêcher à ce que les malades soient pris en charge. On a appris par la voie des médias que certains malades qui étaient dans des infrastructures sanitaires ont fui l'insécurité pour se mélanger dans la population. C'est une arme, c'est une arme biologique que l'ennemi peut aussi utiliser, mais je pense que les gouvernements, avec tous les différents services, doivent regarder de près cette situation, parce que ça, c'est une arme biologique qui peut nous détruire énormément. Merci beaucoup. Nous enchaînons vers la fin de ce magazine Africa 7. Dieu merci, Limemé. Vous avez 1 minute ou 2 minutes de dire un petit mot, un moment de la fin, condenser tout ce qu'on vient de dire ici, les actualités de cette semaine, et à la population congolaise. À la population congolaise, je dirais, restons vigilants. Nous sommes dans une situation d'instabilité ou de fragilité politiquement, et aujourd'hui, avec la maladie à virus Ebola, la situation devient encore plus dramatique. Donc, je demande à la population congolaise d'être réveillée, de rester vigilant. Et je demande à toute la jeunesse congolaise de rester mobilisée autour du chef de l'État et suivre de près l'évolution politique de notre pays. Et bien évidemment, la Constitution, dont la mobilisation a commencé d'ores et déjà. Donc voilà, et je vous dis merci pour l'invitation et merci à tous les téléspectateurs. Les Congolais attendent les dialogues, hein, vous savez, il ne faut pas oublier cela. Ce n'est pas les Congolais qui attendent des dialogues, c'est les politiques qui attendent des dialogues. Il faut faire une différence
les politiques ne représentent pas forcément. C'est une minorité, l'opposition que nous avons. Donc, oui, je trouve normal que l'opposition s'agite dans tous les sens. C'est les jeux démocratiques. Hein? Donc, l'opposition est censée, dans une sphère démocratique, c'est la voie de la démocratie. Ils doivent faire des déclarations, faire des actions. C'est la voie démocratique. Donc, c'est la minorité. On doit protéger cette opposition parce qu'elle fait partie de la minorité. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine Africa 7. J'avais reçu pour vous, Dieu merci, Limeme, qui encadre à l'IDPS Tshisekedi. Nous avons parlé. IDPS Kibassa. IDPS Kibassa. IDPS Kibassa, merci beaucoup et merci de répondre à notre invitation. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve prochainement avec notre invité et d'autres actualités de la semaine prochaine.